Et donc on arrive à l'exposition Bêtes et Hommes qui a constitué vraiment une expérience pour moi vraiment, vraiment très intéressante. D'abord parce que j'étais moi quand même relativement enfermée dans les pratiques scientifiques. Enfermée, enfin j'étais pas enfermée, mais c'est ça qui m'intéressait. Et d'un seul coup, je me suis trouvée projetée avec quantité d'autres pratiques autour des animaux. Des pratiques d'amateurs, des pratiques de gens qui conservent, des gens qui travaillent avec les vautours, des gens qui travaillent avec des ours, un pisciculteur, enfin j'ai dû par exemple écrire sur un pisciculteur confronté, qui venait d'acheter une pisciculture dont on lui avait promis qu'il n'y avait aucun souci, etc., qui découvre qu'en fait les loutres viennent tous les jours se servir joyeusement dans sa pisciculture et qui décide d'adopter les modes les plus civilisés possibles et qui les essaye les uns après les autres et il n'y a rien qui marche. Et il refuse de prendre son fusil. Enfin, c'était très joli, des très belles histoires. Et on se retrouve à se poser plein de questions, où j'apprends aussi à écrire des très courts textes. Et j'avais mis deux conditions, moi, au début du travail. En fait, je ne savais pas que j'allais devenir le commissaire scientifique. Au début du travail, elles ont été pas prudentes ni rien, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Au début, je devais simplement informer des scénarios possibles, ouvrir des pistes, mettre en contact avec des gens. Et heureusement, parce que si on m'avait dit tu seras commissaire scientifique et tu devras gérer toute l'exposition, je n'aurais jamais accepté, j'aurais eu bien trop peur. Et donc chaque fois, on me proposait une nouvelle tâche, et donc les tâches ont été chaque fois bien scindées, et donc j'acceptais tout en sentant, bon, ça va, ça devrait être gérable, et ça l'était. Et en plus, je me trouvais entourée vraiment de ces deux femmes, Yolande Bacot et Catherine Mariette, qui sont devenues des amies très chères, qui sont des femmes extraordinaires. J'avais quand même mis deux conditions. J'avais dit, d'une part, d'où je viens, ce contre quoi j'ai dû lutter, ce dont j'ai dû me débarrasser, c'est-à-dire l'animal symbolique, les représentations des humains, enfin tout le discours bien pensant et bien académiquement conforme. J'ai dit, si on utilise ne fût-ce qu'une fois le terme représentation dans cette exposition, moi je ne peux pas jouer. Je vais dire, ce serait renier tout ce que j'ai essayé de faire, les risques que j'ai pris, la façon dont j'ai voulu travailler. Et je ne suis pas seule, il y avait déjà, Dominique Lestel était avec moi, Éric Baratet était de ce côté-là, etc. On veut travailler avec des animaux bien réels, on travaille sur des relations et pas sur des représentations. Pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons simplement de bon goût de ce qu'on avait envie de faire. Et donc j'avais dit, si on si on prononce le mot altérité radicale, l'animalité, la représentation ou le mot symbolique, moi je ne joue plus, ça ne m'intéresse pas. Et elles avaient dit, on est d'accord. Donc j'ai dit, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Et elles ont dit, on est d'accord, et on a joué ce jeu-là. Et la deuxième chose que je leur ai demandé, qui était plus facile et un peu moins rigide, c'est que je leur ai dit, moi je vais souvent dans des expositions et je ne comprends rien. Et je ne comprends pas quel est le fil, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui a décidé du choix de ceci, etc., du choix de cela. Moi, si je dois travailler une exposition, je veux qu'on soutienne des gens qui, comme moi, se sentent tout le temps démunis intellectuellement par rapport à toutes les questions qu'on se pose. Et donc, si on fait une expo, je veux que tout soit lisible de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer, pourquoi on a choisi, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je ne veux pas... si l'art contemporain est, comme je nous dis très joliment, je crois que c'est Jean-Marie Schaeffer qui demande de nous une compréhension retardée. Je suis tout à fait d'accord avec l'art contemporain, mais je ne voulais pas d'une exposition qui partage des questions de société et des questions politiques qui étaient aussi importantes pour moi, qu'on demande aux gens une compréhension différée. Donc, donc, ce qui voulait dire alors que si on prenait au sérieux ma première demande et ma deuxième, et une troisième demande qui était de dire on ne va pas militer pour le droit des animaux, on ne va pas dénoncer, on ne va pas dénoncer les traitements cruels, etc. On va plutôt proposer, dire ce qui se passe, mais c'est aux gens de décider si c'est dénonçable ou bien si c'est juste ou si c'est pas juste. Et les trois exigences mises ensemble fait qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était tout le temps poser des questions. Et cette exposition, c'était une série de questions. Avec qui nous vivrez comment?
Est-ce que les catégories sont encore nécessaires? Et à qui le sont-elles? À quoi ça sert? Etc. Et donc, toute l'exposition, c'était une série de questions. Et je pense que les gens l'ont vraiment bien compris comme tel. Et en plus, et là, je peux le dire sans, sans vantardise aucune, parce que je ne suis responsable de rien dans cette affaire, c'est une exposition qui était très belle. Et ça, c'est pas moi, c'est les choix et de la directrice Yolande et de Catherine Mariette. C'est leur choix d'artiste, leur choix, une cohérence incroyable. C'est la scénographie de Patrick Bouchin qui était extraordinaire, avec toute une série de huttes, absolument, c'était très beau. Et donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis donc ouverte à plein d'autres pratiques dont j'ignorais l'existence et pour lesquelles je n'avais même pas spécialement de l'intérêt. Pour moi, les scientifiques faisaient tellement de belles choses, c'était tellement conforme, parce que moi, j'attendais de la question de savoir que je ne me confrontais pas souvent à d'autres formes de savoir pour lesquelles je n'avais pas spécialement suffisamment, je pense, d'écoute. Et puis, donc, on a fait le catalogue de cette exposition, elle s'est passée, elle s'est très bien passée. Et puis, on a fait le catalogue, et dans le catalogue, j'ai dit, je vais refaire la même chose que dans l'exposition, sauf que je l'expliciterai encore plus. Et donc, le catalogue de l'exposition Benzeum, c'est l'explicitation de tous les choix. Voilà la question qui nous s'est posée, voilà ce qu'on voulait faire, voilà pourquoi on a choisi, voilà pourquoi on a choisi telle œuvre, voilà pourquoi. Et donc, tout ça, c'est. En fait, le catalogue reprend tout le parcours, à la fois le parcours de l'exposition et le parcours au fur et à mesure des années. De tous les scénarios qu'on a imaginés, de toutes les justifications qu'on donnait à certains choix, etc. Et donc, ça, c'était très intéressant aussi, d'expliciter, de devoir montrer et pouvoir expliciter ce qu'on montre et pourquoi on le montre. Alors, ça, c'était. Alors, la deuxième chose qui est arrivée à ce moment-là, pendant les derniers moments de l'exposition, et même un peu avant, hein, je crois que ça s'est produit, je crois qu'on a dû commencer en 2004 ou 2005, Jocelyne Porcher me dit « J'aimerais te demander un coup de main, je suis dans une enquête et j'éprouve des difficultés et je me dis, est-ce que tu ne m'aiderais pas ?» Une enquête auprès des éleveurs. Donc Jocelyne Porcher est une sociologue spécialiste de l'élevage qui enquête avec passion et beaucoup d'intelligence auprès des éleveurs, majoritairement à ce moment-là de vaches et de cochons. Et elle me disait ceci. J'ai envie de faire une enquête parce que je remarque au fur et à mesure que j'avance dans mes recherches, que je rencontre des éleveurs, que je les interroge sur leur joie de vivre, sur les difficultés, sur l'amour qu'ils ont pour leurs animaux et plein de choses. Il y a une chose qui me semble de plus en plus évidente, c'est que les animaux collaborent activement au travail des éleveurs. Et qu'on voit, ils prennent des initiatives, mais enfin non, on ne le voit pas. Ça ne se voit pas parce que ça a l'air d'être tellement machinal. Par exemple, quand une vache laisse passer une autre au robot de traite, alors que normalement ça devrait être son tour, et qu'elle la laisse passer comme ça, sans rien dire. Est-ce qu'elle n'est pas en train de prendre une initiative pour faciliter la vie du troupeau? Quand une vache se recule quand l'éleveur doit balayer, est-ce qu'elle recule mécaniquement parce qu'il est là avec le balai et qu'elle a peur? Ou bien est-ce qu'elle sait qu'il doit balayer et elle se recule? Et elle dit, en fait, pour ce travail, c'est ce qu'on appellerait, à propos d'ailleurs du travail, je l'ai entendu dire, à propos du travail des logisticiens dans les organismes humanitaires, et à propos du travail domestique des femmes, c'est ce qu'on appelle un travail invisible. C'est-à-dire on ne voit jamais ce qui est fait et on ne voit ce travail que lorsqu'il n'est pas fait. Quand une ménagère nettoie tous les jours, etc., on ne voit pas que c'est propre puisque c'était propre la veille. Donc, si elle le fait régulièrement. Quand un logisticien commande les taxis, commande les voitures, commande les chauffeurs, commande les matériels audio, commande, etc., ben, on ne voit pas du tout que c'est fait parce que c'est tellement routinier, machinal, qu'on n'imagine pas tout le travail qu'il y a là derrière. Par contre, s'ils arrêtent un jour, on voit l'importance de leur travail. Si une ménagère arrête un jour de travailler, on voit l'importance de son travail, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors elle me disait, voilà, moi j'ai le sentiment que les animaux prennent des initiatives, que s'ils ne le faisaient pas, on s'en rendrait compte, que c'est quand ils ne le font pas qu'on s'en rend compte, mais quand ils ne le font pas, on dit, ils sont idiots, ils n'ont pas compris, etc. Et pourtant, j'entends tout le temps les éleveurs me raconter des anecdotes qui montrent que les animaux font des choses activement pour collaborer et que donc ils sont au travail aussi. Mais, dit-elle, le problème, c'est si je pose la question aux éleveurs et je leur dis, dites-moi, mais vos animaux aussi, ils travaillent, hein, ils collaborent activement, etc. Les éleveurs me répondent, en bon marxiste probablement, non, les animaux, ils ne travaillent pas, c'est les humains qui travaillent. Et donc, j'ai beau avoir entendu toutes ces anecdotes, parfois par le même éleveur,
mais qui ne veut pas accepter de dire que les animaux travaillent. C'est embêtant parce que ce serait tellement plus riche si on pouvait le poser comme étant et aussi trouver. On a besoin de récits. On a besoin de récits, on a besoin d'une sémantique pour penser nos rapports aux animaux. Ben, sortir du schéma de l'exploitation et ne l'appliquer que là où il y a réellement exploitation, que là où il y a réellement scandale, et parler de collaboration et de partie ou de prise active dans les rôles du travail, ce serait quand même tellement plus intéressant. Et elle me dit, bon voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? D'un côté, je sais bien que, et de l'autre, ils n'ont pas envie de le dire, ou ils ne veulent pas le dire, ou ils ne peuvent pas le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis depuis toujours passionnée par les dispositifs. Les dispositifs d'enquête, c'est vraiment une passion pour moi. Essayer de trouver quel est le bon dispositif d'enquête, et ça va me poursuivre, et ça me poursuit encore. C'est quoi le bon dispositif d'enquête pour obtenir quelque chose? Et donc, je réfléchis un peu avec Jocelyne, puis je dis, Jocelyne, je crois que j'ai trouvé. En fait, c'est presque la lettre volée c'est presque la lettre volée d'Edgar Allan Poe. C'est sous notre nez, et il suffit de faire exactement avec cette difficulté. Il ne faut pas essayer de la contrer, il faut faire avec. Et donc je lui ai proposé, plutôt que de poser la question comme ça aux éleveurs, on va leur poser autrement. Et donc on va aller voir les éleveurs et on va leur dire, voilà, on est en difficulté. On entend plein d'anecdotes qui est qui, mais quand on pose la question aux éleveurs, ils nous disent, non, c'est pas possible, les animaux ne travaillent pas. Alors vous qui êtes éleveurs, en tant qu'éleveurs, comment est-ce que vous pourriez nous aider? Comment est-ce qu'on pourrait formuler, vous qui connaissez les éleveurs qui êtes éleveurs, comment est-ce qu'on devrait formuler notre question pour qu'elle ait une chance d'avoir une réponse qui nous permette de continuer à travailler dans cette voie-là? Et on l'a fait. Et j'ai dit à Jocelyne, c'est l'occasion pour moi de changer un petit peu de métier, quoi, de faire autrement. Je le fais avec toi. C'est trop intéressant, j'ai envie de voir en plus ce que ça donne, parce que je te donne un dispositif, mais bon, si ça se casse la figure, je préférerais être là pour t'aider à assumer ou essayer de voir comment je change. Et je dis, mais tant qu'on y est, il y a quelque chose, moi, qui m'intéresse beaucoup, en tout cas, voilà, c'est encore un de mes colères ont quand même été assez importantes. Il y a quelque chose qui me met en colère. C'est pas que ça m'intéresse, c'est que ça me met en colère. Ça m'irrite terriblement. C'est de lire ces psychologues, ces sociologues, ces anthropologues qui disent l'homme au contraire de l'animal. L'animal est dénué d'eux. L'animal ne peut pas rire. L'animal n'a pas conscience de la mort. L'animal n'est pas dans le temps. L'animal est dans... Bref, etc. Et je dis, mais quand tu vois d'où ces gens viennent, la plupart du temps, je crois qu'ils ont le dernier contact qu'ils ont eu avec un animal, c'est qu'ils ont écrasé une araignée ou quelque chose comme ça. Et ça m'insupporte que ce soit les gens qui soient les plus éloignés des animaux qui se trouvent en position d'affirmer le plus de choses à leur sujet, et des choses qui sont en général sur le mode du déni, sur le mode de la disqualification, sur le mode donc de la soustraction pour faire contraste. On retire aux animaux ce qu'on va laisser à l'humain et à l'idée de leur exception. Et donc je disais, et pourtant, dans tous les livres que je lis où on parle beaucoup d'animaux, je ne vois jamais un éleveur, je ne vois jamais un berger, je ne vois jamais qui viendrait me dire qu'il y a l'homme au contraire des animaux, ou les animaux au contraire de l'homme, etc. C'est quand même un peu bizarre. Alors, il y a deux possibilités. Soit on ne les interroge pas parce qu'on les méprise trop et parce que leur savoir ne vaut pas, soit ils n'ont peut-être pas grand-chose à dire sur cette question. Mais ça, je voudrais en être sûre. Peut-être que ça ne les intéresse pas, peut-être que c'est une mauvaise question, et ce qui voudrait dire que c'est probablement une très mauvaise question, si les seuls qui peuvent être intéressés par cette question sont ceux qui, justement, ne connaissent pas les animaux. Et j'ai dit à Jocelyne, on va faire ta question, mais si tu es d'accord, puisqu'on a quand même 2-3 heures d'entretien, on a du temps dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas poser la mienne? Et on fera la même chose. C'est moi qui la poserai, je dirais, voilà, je lis souvent des psychologues, des anthropologues, des sociologues, etc., qui disent que, et que. Ben voilà, moi je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a jamais interrogé des éleveurs sur ces questions-là. Et donc, vous, en tant qu'éleveur, je ne suis pas sûre que la question est intéressante. Donc j'ai de graves doutes sur la pertinence de cette question. Mais comment est-ce qu'on devrait la formuler pour qu'elle devienne intéressante? Ce serait quoi une bonne formulation de la question de la différence entre les hommes et les animaux pour un éleveur? Et on l'a fait. Et ça a marché du tonnerre. C'était extraordinaire, la richesse des entretiens, l'intelligence des éleveurs, ce qu'on apprenait. Alors, ça partait, c'est allé dans tous les sens. D'abord, il y a une première chose, c'est quand on posait la question du travail et qu'on demandait à vous, à votre avis, en tant qu'éleveur, ou la question de la différence, parce que
souvent on pouvait les mélanger à un moment donné, c'est que très souvent les éleveurs nous faisaient une véritable cartographie du paysage de l'élevage en disant, mais attendez, à quel éleveur vous allez poser votre question? Très joli. Un qui a 1000 vaches ou un qui a 100 vaches? Un qui est comme ça, ou, voilà, etc. Et quelle vache? Et puis, il nous peuplait un paysage d'éleveurs différenciés, il nous faisait une véritable sociologie, en quelque sorte, de l'élevage, avec non pas des déterminants, mais alors c'est presque la question des déterminants sociaux qui font que vous pensez autrement, mais eux, ce n'était pas du tout dans cette perspective-là, c'était plutôt, la question, elle ne peut pas être adressée n'importe comment. Donc faites attention à ça, et nous décrivez un peu toutes les pratiques autour d'eux. Et puis après, qu'ils avaient bien formulé toutes les questions différentes en fonction de l'éleveur, ils y répondaient. Et ils y répondaient par des choses, mais on a eu des perles de poésie. Quand Philippe Roucan nous dit une vache, c'est un herbivore qui a du temps pour faire les choses. Ou quand des éleveurs nous disent, vous savez, les éleveurs portugais, vous savez, peut-être qu'une différence, c'est que nous, voilà, les vaches, elles savent très très bien ce que nous voulons. Et nous, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent. Donc on voyait que la différence, elle basculait. Elle basculait du côté, au lieu de dire l'homme au contraire des animaux, c'était les animaux qui devenaient compétents et les humains qui s'avéraient être un peu incompétents. Et on a entendu mais vraiment des histoires magnifiques, des éleveurs qui nous racontaient des choses pleines d'humour, du style un éleveur qui nous racontait que tous les jours il apportait un petit cadeau à ses vaches, un peu de foin, etc. Et le jour où j'arrive dans l'étable et que j'ai rien, elles se mettent à gueuler. Alors il dit, et moi je leur dis, hein, attention, j'ai le nom de celle qui crie. Alors il dit, mais vous parlez comme ça à vos vaches? Oui, qui dit, on parle comme ça tout le temps à nos vaches. On n'est pas sûr qu'elles comprennent, mais c'est important de parler. Et elles comprennent qu'on parle. Alors une des choses drôles aussi, on était au Portugal et on rencontre 3 éleveuses. Il y avait une dame d'une 60aine d'années, une d'une 40aine d'années, une toute jeune, une petite 20aine d'années. Et on commence par poser la question de la différence. Alors il y a le traducteur qui traduit, mais en portugais, ça donne un drôle de truc, c'est que homme humain et homme mâle, c'est pas la même chose. Et lui, il dit homme mâle. Mais nous, on ne sait pas ça. Et donc, on reçoit comme réponse, donc on pose la question. Ah oui, elle demande à être interviewée ensemble. Alors on dit, oui, bien sûr, si vous préférez, c'est toujours bien. Hein. Collectivement, souvent, il y a des choses qui se passent qui sont vraiment beaucoup plus intéressantes. Et alors, on commence à poser la question, à votre avis, c'est quoi la différence entre ce qu'on croit nous poser comme question les humains et les animaux? Et au moment où la plus jeune s'apprête à parler, donc les 2 autres ont déjà parlé, il y a la vieille qui l'interrompt et qui dit, mais toi, elle ne peut pas répondre, elle ne connaît rien aux hommes. Et nous, alors à ce moment-là, c'était très drôle parce qu'on a compris que notre question, en fait, elle partait d'un présupposé que nous savions, par le malentendu, évidemment, mais le malentendu était passionnant. On partait d'un présupposé que nous savions ce que ça voulait dire être un homme, et que, par contre, pour les animaux. Et en fait, non, le malentendu montrait qu'en fait, et même pas un malentendu, parce que même, c'est vrai, qu'est-ce qu'on sait de ce que c'est qu'un homme masculin, nous qui étions 2 femmes, donc peut-être aussi que nous n'en connaissions pas beaucoup. Et donc, c'était vraiment extrêmement riche, c'était vraiment une très très belle enquête. En plus, c'est une enquête où il fait bon vivre parce qu'on va chez des éleveurs, on boit du bon café, on vit dans de beaux endroits, on rentre dans des belles maisons chaleureuses, on rentre dans des endroits où visiblement on cultive l'art de vivre parce que la plupart des éleveurs qui vivent bien avec leurs animaux sont des gens qui ne le font pas pour des raisons uniquement idéologiques, c'est des gens qui le font aussi parce qu'ils cultivent un art de vivre et une intelligence du vivre qui contamine tout. Contamine pas seulement le rapport avec les animaux, qui fait par exemple qu'on préférera une mule avec une charrette à un tracteur parce que ça fait moins de bruit, parce qu'on s'abîme moins le dos en devant, par exemple s'il faut descendre souvent du tracteur, alors qu'avec la mule on marche à côté et que c'est beaucoup plus amusant. Parce que la maison est belle, elle sent bon, on mange de bonnes choses et puis on va mettre les bottes et puis après avoir mis les bottes on va voir les vaches et puis on va, ce soir je me suis retrouvée d'ailleurs à toreiller des vaches avec un éleveur qui s'amusait tous les soirs. Il avait gardé, il y avait des vaches auxquelles il était attaché. Il avait pas, c'est Philippe Roucan. Et il voulait pas les mettre à la réforme. Et donc il les gardait dans un pré. Et tous les soirs il allait jouer. C'était des petites vaches pas très très grandes. Et tous les soirs il allait jouer avec ses vaches et il les toreillait. Et donc je me suis retrouvée à toreiller des vaches. J'étais morte de peur. Je me suis dit mon Dieu. Quand on va l'expliquer à mon recteur qu'une blessure, un accident de travail, c'est que j'ai été encornée par une vache que je toreillais, je ne sais pas très bien si mon avenir à l'université sera encore garanti après un accident pareil, mais bon, tant pis, on va voir. Je vais peut-être prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et donc on a publié ça toutes les 2, on est parties toutes les 2 pour écrire ensemble, c'était un très beau moment aussi, peut-être moins beau pour elle parce qu'elle n'avait pas compris
Ce que voulait dire écrire dans mon cas, que ça voulait dire se lever à 5 heures du matin et ignorer que quand le ventre crie, ça signifie on a faim, etc. Ça, c'était, pour Jocelyne, ça sans doute était un peu plus compliqué, mais on a écrit ce livre Être bête, dont je reste très très fière parce que je trouve que c'est une réussite d'avoir écrit ensemble, et très fière parce que j'ai découvert des choses, fière, pas fière de moi, fière de ce que le... Moi, il m'arrive parfois, c'est un peu idiot, mais il m'arrive d'être fière de ce que le monde produit comme intelligence. C'est pas le monde, mais c'est des gens dans le monde. Et je suis fière pour eux. Voilà, c'est un peu comme si le fait que j'ai pu relayer leurs témoignages, c'est un peu comme s'ils étaient devenus des amis, des associés. Vous savez qu'on peut être fier de ses amis, comme on est fier de ses enfants. Voilà, ils étaient. Donc j'étais fière. Voilà, j'étais très fière de ce livre-là. Et puis donc voilà. Et puis il y a. Je reviens aux scientifiques par après, mais sur une autre question, qui est une question que j'avais prudemment évitée jusqu'à présent. C'est que l'INRA organise des conférences qui s'appellent, si mes souvenirs sont bons, Sciences et Société ou quelque chose comme ça. C'est une série de conférences et on doit aller les faire dans 2-3 centres de l'INRA. Et ça m'est proposé par Raphaël Larère et Florence Burga. Et après, un petit texte est publié. Philippe Descola a participé à ce genre, je crois que Bruno Latour aussi. Enfin bref, on est très nombreux à avoir fait ce genre de conférences. Et donc, on doit faire une conférence aux scientifiques de l'INRA, mais particulièrement ceux qui travaillent sur le bien-être. Et je dis à Florence et à Raphaël qui m'en parlent, écoutez, moi, les amis, je veux bien, mais moi, je ne me suis jamais préoccupée de la question du bien-être et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Jusqu'à présent, en tant que question théorique, je veux dire, bien sûr que le bien-être des animaux m'intéresse, mais la question théorique, ça relève de l'éthique, etc. Moi, ce n'est pas des domaines dans lesquels je suis à l'aise, ni dans lesquels je m'amuse beaucoup. C'est pas très, généralement pas très drôle, hein, l'éthique, ça manque parfois un peu d'humour. Hein. Et donc, je leur dis, je le sens pas trop, ce truc-là. Mais si, me disent-ils, parce qu'on a une suggestion à te faire, tu parles souvent du fait que ces dernières années, il semblerait que les scientifiques acceptent de plus en plus souvent d'adopter la perspective de l'animal. C'est ce que fait Éric Baratet en histoire, c'est ce que tu dis que certains scientifiques font. Eh bien, nous avons le sentiment qu'il y a un changement au niveau de l'INRA, c'est que les chercheurs qui travaillent sur le bien-être se sentent de plus en plus autorisés et prennent de mieux en mieux en compte la perspective que l'animal a sur les situations expérimentales qu'on leur propose, en ce compris les situations qui visent à évaluer leur bien-être, qui ne sont pas toujours, c'est pas toujours des situations intéressantes ou amusantes pour les animaux. Je veux dire, est-ce que si on doit interroger par exemple le fait qu'il souffre, c'est pas une expérience très agréable pour l'animal, même si c'est une expérience qui doit déboucher sur du bien-être. Et je dis, si c'est le cas, alors évidemment, ça m'intéresse. Et donc j'avais demandé qu'on envoie un questionnaire aux gens de l'INRA en disant si vous connaissez quelqu'un qui a, ou qui peut, ou qui a adopté la perspective, moi ça m'intéresse, j'aimerais bien lire leurs articles et de voir est-ce qu'en effet il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc ça donnait lieu au petit livre, à la conférence et au petit livre, Penser comme un rat, qui est donc la conférence, plus les questions qu'on m'a posées, plus les courriers que j'ai reçus après, etc., qui m'ont permis d'élaborer cette question. Et Penser comme un rat, c'est de partir du paradigme, de l'animal paradigmatique du laboratoire, qui est évidemment le rat, et de penser, tiens, mais est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer des choses comme le fait que, et c'est des chercheurs eux-mêmes qui l'imaginent, que la récompense alimentaire ne serait pas vraiment nécessaire si les expériences intéressaient vraiment les animaux. Et de là, évidemment, on va arriver à que diraient les animaux si on leur posait les bonnes questions, qui est presque une suite de ce livre-là.